Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, comment ça va et comment va la santé? Vous suivez Santé Magafrique, votre émission santé hebdomadaire présentée par moi Samar Hamedi, accompagnée comme à chaque fois du docteur Ilyas Khamouk. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour Samar, ça va bien, j'espère que tu vas bien aussi. Ça va tranquille. Alors docteur, c'est le mois d'octobre, octobre rose, ça vous dit sûrement quelque chose, un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Le cancer du sein augmente son taux régulièrement sur le continent africain d'après l'OMS et puis il représente la première cause de décès par cancer chez les femmes africaines. Dites-nous davantage docteur sur le cancer du sein. Alors le cancer du sein, c'est le premier cancer dans le monde, hein. Il touche en général à peu près 2 millions de femmes par an dans le monde. Malheureusement, c'est le premier cancer en Afrique et malheureusement 60 à 70% des femmes africaines sont diagnostiquées assez tard. Je rappelle que le cancer du sein est le cancer de la glande mammaire. Autrement dit, c'est un cancer qui est né dans les unités cellulaires, dont la fonction est de sécréter le lait. Essentiellement chez la femme, mais il faut rappeler que même l'homme peut être touché par le cancer du sein. Donc, je rappelle que c'est le premier cancer dans le monde et c'est le premier tueur par cancer, malheureusement. Mais il est fréquent beaucoup plus chez les femmes, c'est ça? Oui, pratiquement moins de 10%, c'est des hommes, parce que je rappelle à nos auditeurs que l'homme peut être touché par le cancer du sein, mais dans l'écrasante majorité des cas, c'est la femme qui est touchée par le cancer du sein. Donc, quels sont les facteurs à risque d'un cancer du sein, les causes? Alors, pour les facteurs de risque, c'est pas simple. C'est pas simple parce que il y a un facteur familial, il y a un facteur héréditaire, il y a un facteur génétique. Une femme a plus de risque de faire un cancer du sein si sa mère l'a fait, ou sa sœur, ou sa fille a fait un cancer du sein. Il y a malheureusement des familles de personnes atteintes de cancer du sein. Donc, il y a le facteur génétique qui est très, très important. En deuxième, il y a les causes hormonales. Il y a ce qu'on appelle l'hyperœstrogénémie. Donc, il y a une augmentation de l'œstrogène dans le sang. Il y a des facteurs qui augmentent ce risque. Il y a les femmes qui ont eu des enfants assez tard. Donc, ça augmente le risque d'avoir un cancer du sein. Il y a le traitement substitutif hormonal qu'on donne à la ménopause qui malheureusement augmente le risque du cancer du sein. La ménopause tardive augmente le risque de cancer du sein. Ouais, il faut savoir que la ménopause, elle rend une femme très très vulnérable. Voilà, et ce qui est positif, c'est l'allaitement. L'allaitement protège un peu plus contre le cancer du sein. Il y a d'autres facteurs qui sont moins importants comme les polluants, les perturbateurs endocriniens. Il y a l'obésité, le surpoids qui augmente le risque de cancer du sein. Une alimentation qui est riche en gras, en sucre, malheureusement, qui augmente le risque de cancer du sein. Et il y a d'autres paramètres un peu moins importants, comme la consommation d'alcool, le tabac. Tous ces facteurs contribuent au risque d'avoir un cancer du sein, malheureusement. Après, nous allons rebondir pour parler des causes les plus des causes les plus fréquentes. Mais docteur, vous aviez dit une chose, l'allaitement, il prévient contre ce cancer du sein. Comment est-ce qu'il contribue à ça? Oui, le fait d'avoir des enfants assez jeunes, quand je dis jeunes, c'est-à-dire avant 35 ans, ça protège contre le cancer du sein. Le fait d'allaiter naturellement ses enfants protège contre le cancer du sein parce que ça induit un équilibre hormonal et ça diminue cette augmentation de l'œstrogène dans le sang qui favorise le cancer du sein. Donc, vaut mieux avoir des enfants relativement jeunes et allaiter ses enfants. Voilà.
Et donc, quels sont les premiers signes d'un cancer du sein? Que dites-vous, docteur, à une femme qui est là, assise chez elle, ou n'importe où, en train de nous écouter, qui peut peut-être avoir des signes, mais qu'elle est en train de les négliger? Quels sont ces signes qui sont de plus ou moins courants? Qu'on suspectait un cancer déjà? Alors, il faut savoir que le cancer du sein, habituellement, apparaît après l'âge de 50 ans. Mais dans les familles où il y a le risque qui est important, même une jeune fille peut avoir un cancer du sein. Donc, il faut dépister. Déjà, dès l'âge de 50 ans, il faut détecter toute pathologie au niveau du sein, soit par une autopalpation. Donc, c'est la femme qui va se palper les seins pour chercher quelque chose de particulier, genre une grosseur, une rougeur, une chaleur, ou bien un écoulement au niveau du mamelon qui n'est pas habituel. Donc, il faut dépister. S'il y a, bien sûr, s'il y a ces signes-là, il faut aller le plus rapidement possible chez son médecin qui va, c'est-à-dire demander des examens paramédicaux, on va en parler après. Mais je vous ai dit, tout signe anormal au niveau du sein peut alerter. Ça peut être une tumeur bénigne, ça peut être une inflammation, c'est ce qu'on appelle une mastite, ce qui n'est pas le cancer du sein, c'est juste une inflammation du sein. Mais la femme doit se palper régulièrement les seins pour chercher toute anomalie, à savoir une grosseur anormale, une rougeur, une chaleur, un écoulement, une rétraction du mamelon, c'est-à-dire le mamelon qui devient, qui va rentrer à l'intérieur. Tous ces signes-là vont pousser la femme, en général, à consulter son médecin qui va demander des examens particuliers et on va en parler après. Et à quel stade, docteur, ça devient vraiment alarmant? On parle toujours des signes. Alors le stade est défini par les explorations radiologiques parce que dès qu'on trouve un signe anormal ou particulier, le médecin va demander une mammographie. Une mammographie, c'est une radiographie comme on en fait pour le thorax, pour l'abdomen, etc., mais qui est fait essentiellement pour explorer les seins. Donc, s'il y a une mammographie, la mammographie peut montrer des signes bénins ou absence de lésions, comme malheureusement, elle peut montrer des signes d'un cancer. Donc une image suspecte. Donc, ce qu'on peut faire après la mammographie, si on trouve une image suspecte, c'est de faire une biopsie du sein, donc introduire une aiguille pour prélever un morceau, donc un tissu de la tumeur, la faire analyser en anatomopathologie, qui va dire est-ce que c'est une tumeur maligne ou pas, donc faire le diagnostic positif d'un cancer du sein, et deuxièmement, de nous donner quel type de cancer du sein, parce qu'il y a des cancers qui sont invasifs, donc qui sont très dangereux, qui vont se développer rapidement, donner des métastases, etc. Comme il y a des cancers, entre parenthèses, plus gentils, qui vont évoluer très doucement. Donc, la biopsie et l'anapathe est très importante déjà pour faire le diagnostic, pour donner le type de cancer. Comme ça, on va faire une prise en charge adéquate. Qu'est-ce qui fait qu'un cancer évolue vite et l'autre moins vite? Oui, c'est une bonne question. En fait, ça dépend des cellules, parce que je rappelle qu'un cancer, c'est un développement de cellules anormales. C'est des cellules du corps qui se développent de manière anormale, qui se multiplient de manière anormale, qui vont envahir d'autres tissus, qui vont même malheureusement se déplacer par des vaisseaux sanguins, par des vaisseaux lymphatiques pour atteindre d'autres organes. C'est ce qu'on appelle des métastases. Mais ça dépend du type cytologique, parce que il y a des cancers qui sont très agressifs, comme il y a des cancers qui sont moins agressifs, donc ça dépend surtout des cellules qui se sont développées anormalement, et ça va impacter sur l'évolution après. Mais je pense au docteur que même l'état de santé de la personne peut jouer un rôle si la personne est déjà atteinte d'autres maladies, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que je vais vous donner quelques exemples, et bon, c'est pas très important. Il y a les cancers, les carcinomes canalaires, le carcinome lobulaire in situ. In situ, ça veut dire, généralement, il se développe juste à côté. Il va pas vraiment avoir un développement très très important. Mais il y a d'autres
carcinomes, c'est-à-dire cancers qui sont plus agressifs, comme le carcinome médulaire, le carcinome papillaire, des carcinomes de type épidermoïde. Donc ça, c'est un des facteurs de l'évolution. Mais bien sûr qu'il y a d'autres facteurs, comme l'âge de la patiente, comme le stade de découverte. Bien sûr, plus c'est précoce, plus la prise en charge, plus le pronostic est meilleur. Et bien sûr, l'état de la dame, que ce soit l'état physique, c'est-à-dire ne pas avoir d'autres maladies, l'état psychique aussi, parce que quand on a un diagnostic de cancer, on est généralement choqué, mais il faut avoir beaucoup de courage pour suivre un traitement parfois lourd de chimiothérapie, de radiothérapie. Et bien sûr, dans tous les cancers, plus on a le moral, plus la prise en charge est meilleure et plus le pronostic est meilleur. Une autre question délicate, un petit peu délicate, et puis docteur, on dit cancer du sein, il est évidemment situé dans le sein, comme tout le monde le sait, mais où exactement, soit chez l'homme ou chez la femme? D'ailleurs, beaucoup de personnes ignorent que le cancer du sein existe aussi chez l'homme. Alors, le cancer ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. Bien sûr qu'il y a des cancers qui n'existent que chez l'homme, par exemple le cancer du testicule ou le cancer de la prostate, parce que c'est des organes qui n'existent que chez l'homme. Voilà. Et bien sûr, chez la femme, on a le cancer de l'ovaire, cancer de l'utérus, qui sont des organes qui n'existent que chez la femme. Mais j'ai dit que le cancer du sein, c'est un cancer de la glande. Et cette glande, comme pour les mamelons, vous savez très bien que les mamelons existent même chez l'homme. Bien que l'homme n'allaite pas, mais il a ses glandes mammaires, il a les mamelons, qui sont certes ne sont pas développés comme chez la femme, mais vu que le tissu existe chez l'homme, donc il y a un risque de faire un cancer chez l'homme. Et c'est très important de le dire, parce qu'on associe toujours le cancer du sein à la femme, ce qui est normal, parce que plus de 95% des cancers du sein concernent la femme, mais il faut toujours dire que l'homme n'est pas à l'abri d'un cancer du sein. Et je rappelle, si un homme au niveau de sa poitrine voit une chaleur, une rougeur, une grosseur bizarre, le mamelon qui change, il devient rétracté, ou il y a un écoulement au niveau du mamelon, il y a de fortes chances malheureusement que ce soit un cancer du sein. Et comme pour la femme, plus il est détecté tôt, plus la prise en charge elle est meilleure et le pronostic est meilleur. Voilà. Et quel âge pour le cancer du sein? Vous venez de dire que c'est après la ménopause, surtout chez la femme, après l'âge de 50 ans, mais peut-on l'avoir avant? Alors, chez la femme, comme tous les cancers, plus on a de l'âge, plus on a un risque de faire un cancer. Oui. Ça marche aussi pour le cancer du sein parce qu'il y a des facteurs hormonaux, notamment après la ménopause, et surtout si on prend un traitement hormonal substitutif qui va diminuer les signes de la ménopause. Donc il y a plus de risques. C'est pour ça que on diagnostique beaucoup plus de cancer du sein chez les femmes de plus de 50 ans. Mais j'ai dit qu'il y a des facteurs génétiques, et plus on a des cancers du sein dans la famille, plus on risque de faire un cancer du sein, même à l'âge de 17 ans, de 18 ans, de 20 ans, de 22 ans. Donc, c'est pas une règle absolue d'avoir un cancer du sein après 50 ans. Mais est-ce qu'il y a un type de personne plus vulnérable que l'autre? Oui, il y a des familles. Il y a des familles, malheureusement, il y a des prédispositions génétiques. On a parlé de l'hérédité aussi. Famille, plusieurs femmes qui font un cancer du sein. Et si on a une mère, une tante, une sœur qui a fait un cancer du sein, il faut vraiment se surveiller, faire des mammographies après l'âge de 45 ans, parce qu'on a malheureusement un plus grand risque de faire un cancer du sein. On a même ce genre de cancer hormonaux. Par exemple, on a même des personnes assez célèbres comme Angelina Jolie qui avait dans la famille des cancers de l'ovaire, et malheureusement elle s'est fait retirer les ovaires parce qu'elle présentait un grand risque génétique héréditaire de faire un cancer de l'ovaire. Ça marche aussi pour les cancers du sein. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'alarmer ou faire une intervention chirurgicale préventive, mais c'est juste que on a plus de chances ou de malchance de faire un cancer du sein. Il faut faire une surveillance plus stricte. Donc ça, c'est pour le premier facteur qui est le plus important. Le deuxième facteur, si on fait une ménopause et on a des signes qui impactent, on a tendance à prendre un traitement hormonal. Si on prend un traitement hormonal, il faut avoir une surveillance plus sérieuse parce qu'on a un risque encore
de faire un cancer du sein. Et bien sûr, comme beaucoup de cancers, le manque d'activité physique, l'obésité, la surcharge pondérale, la consommation de tabac, d'alcool, etc. Ça augmente encore plus les facteurs de risque de cancer du sein. Donc, il faut savoir qu'on a plusieurs cancers du sein. Il n'y a pas qu'un seul. Donc, selon le type de cellule à l'origine du cancer et selon l'aspect de la tumeur, on distingue différents cancers du sein. Donc, docteur, lesquels? Alors, il y a différents cancers du sein. Il y a des cancers, des tumeurs épithéliales non infiltrantes. C'est ce qu'on appelle des carcinomes in situ. C'est-à-dire que c'est des cancers qui vont avoir un développement très, très, très lent et parfois, il n'y a même pas de développement. C'est des tumeurs qui restent, qui ne vont pas se développer, qui ne vont pas grandir, qui ne vont pas grossir. C'est ce qu'on appelle des carcinomes in situ. Bien sûr, ils sont de bons pronostics. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle des cancers infiltrants ou des tumeurs infiltrantes. C'est des tumeurs comme le carcinome canalaire infiltrant, le carcinome lobulaire infiltrant, les carcinomes médulaires. C'est des tumeurs très agressives qui vont agresser la glande mammaire, mais aussi aller au niveau de la peau, au niveau du muscle pectoral, au niveau des ganglions, notamment les ganglions à l'aisselle, où on va avoir un ganglion, c'est-à-dire avec une tumeur, donc avec des cellules tumorales. Et malheureusement, parfois, il y a des métastases. Donc, c'est des cancers qui sont agressifs. Donc, il y a les cellules qui vont se déplacer par les vaisseaux sanguins, par les vaisseaux lymphatiques, atteindre les os. Ils vont donner un cancer des os, atteindre le cerveau, atteindre le poumon. C'est ce qu'on appelle des métastases. Donc, ça dépend du type histologique, donc du type cellulaire du cancer. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui vont malheureusement succomber assez rapidement, et il y a des femmes qui vont très bien répondre et qui sont un peu à l'abri. Donc ça dépend de beaucoup de choses, notamment le type cellulaire. C'est pour ça que il faut toujours faire une biopsie, enlever une partie de la tumeur et l'analyser pour savoir quel est le type du cancer pour mieux le traiter. Donc, docteur, parlons du diagnostic. En tant que médecin, comment vous diagnostiquez une personne? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'une femme ou un homme est atteinte ou atteint? Et à quel stade ça devient vraiment clair et définitif? Alors, pour le diagnostic, c'est pas, j'ai dit que il fallait toujours être c'est-à-dire à l'attention d'une grosseur, d'une chaleur, d'une rougeur, etc. Mais parfois, c'est pas un cancer. Parfois, c'est une inflammation. C'est une inflammation du sein. Parfois, c'est une infection du sein. Ça existe, les mastites infectieuses, les mastites tuberculeuses, etc. Donc, faut pas trop s'alarmer quand on trouve qu'il y a un signe anormal au niveau des seins. Donc, ce qu'il faut faire, il faut toujours avoir recours à des examens particuliers, des examens complémentaires, comme l'échographie mammaire, comme la mammographie, donc c'est une radiographie, des seins, qui va nous dire est-ce qu'il y a une tumeur ou il n'y a pas de tumeur. S'il y a une tumeur, quel est le diamètre, quelle est la grosseur de la tumeur. Bien sûr, on fait une biopsie, je rappelle, c'est une introduction d'une aiguille pour prendre un morceau de la tumeur, l'analyser, déjà pour dire oui, c'est une tumeur bénigne ou une tumeur maligne, et pour donner le type de cancer, le type cytologique de cancer. Et parfois, on découvre des tumeurs lors d'un scanner pour une autre raison, lors d'une IRM pour une autre raison. Donc, tout ça nous donne le diagnostic. Et une fois on a l'anapathe, donc on a la confirmation qu'il y a un cancer, et deux, le type de cancer, il faut commencer rapidement la prise en charge du cancer du sein. Donc parlons maintenant du traitement, docteur. Une chirurgie est-elle exigée à tous les stades, ou il y a des stades particuliers où une chimio, des médicaments suffisent? Alors c'est assez compliqué parce que ça dépend de la grosseur de la tumeur, exactement, du le stade du cancer, de la localisation du cancer. Est-ce qu'il y a des métastases ou il n'y a pas de métastases? Est-ce que ça touche un sein, ça touche les deux seins, etc. Pour faire plus simplement, bien sûr qu'il y a la chirurgie
c'est l'élément important de la prise en charge du cancer du sein. On peut faire une ablation de la tumeur, donc on enlève juste la tumeur. On peut ce qu'on appelle une tumérectomie, donc ablation de la tumeur. On peut faire une ablation d'un segment ou d'un lobe d'un sein, comme on peut aller jusqu'à la mastectomie, donc une ablation de la totalité du sein, surtout s'il y a une tumeur importante, elle est infiltrante, etc. On peut c'est-à-dire faire une ablation de tous les seins, voire des deux seins, s'il y a une tumeur des deux seins. Ce qu'on fait aussi, on fait un curage ganglionnaire, donc on va chercher les ganglions qui sont à proximité de la tumeur, parce que parfois il y a des cellules cancéreuses, donc on va enlever ces ganglions. C'est une prise en charge qui est assez lourde, hein, avec des possibles complications, une douleur importante, etc. Maintenant, il y a la radiothérapie. Dans certains cas, on peut faire une radiothérapie. Donc, c'est un traitement par des radiations. Ils vont essayer de détruire cette tumeur. Bien sûr, il y a la chimiothérapie. Donc, c'est des molécules anticancéreuses. Bien sûr, le traitement dépend du type du cancer, qui vont aller directement traiter la tumeur, les cellules cancéreuses. Il y a d'autres thérapies plus récentes, les thérapies ciblées, l'immunothérapie, l'hormonothérapie. Donc, c'est vraiment compliqué, c'est au cas par cas. C'est pas le même traitement pour toutes les femmes ou les hommes touchés. C'est selon la grosseur, selon le type cellulaire, selon beaucoup de paramètres, s'il y a des métastases ou pas. Et quand une femme découvre avoir ou être atteinte d'un cancer du sein au tout premier, c'est-à-dire avant que l'état s'aggrave, au tout début, est-ce que les médicaments seuls suffisent? Alors généralement, la chirurgie est obligatoire. Généralement, donc elle est obligatoire, oui. Un traitement seul ne suffit pas. Exactement. Généralement, on opère, au moins on enlève la tumeur. Je vous ai dit, ça peut être une tumeur, ça peut être un segment, ça peut être un lobe, ça peut être tout un sein. Le traitement chirurgical, en général, il est obligatoire. Maintenant, il peut être accompagné d'une chimiothérapie, d'une radiothérapie, immunothérapie, mais la chirurgie est la base du traitement du cancer du sein. Donc, docteur, comme tous les cancers, il faut aussi un suivi après le traitement, parce que ça laisse des traces, ça peut revenir, ça peut rebondir. Donc, comment suivre cette personne? Le suivi consiste en quoi? Alors, maintenant, dans les cancers, on ne parle pas de guérison, mais on parle de rémission. Exactement. C'est-à-dire, on s'en est débarrassé, mais il faut surveiller parce que ça peut revenir. Exactement. Donc, ce qu'il faut faire, bien sûr, l'autopalpation, c'est la même chose, et puis faire des contrôles, soit par des mammographies régulières. Généralement, c'est chaque année ou chaque 2 ans. On suit la personne sur plusieurs années parce qu'il y a toujours le risque que le cancer revienne. Mais ce qui est bien, c'est que même quand il y a une petite apparition, on peut traiter rapidement et si on prend en charge précocement, le pronostic est très très bon. Voilà. Donc, avant de finir, docteur, il faut dire qu'on ne veut certainement pas choper la maladie. Donc, comment prévenir? Alors, comment prévenir? Si on a des cas dans la famille, il faut faire une mammographie chaque année à partir de l'âge de 45-50 ans. Chaque année, faire une mammographie pour surveiller et détecter un éventuel cancer. En deuxième, après la ménopause, il faut perdre du poids. Il ne faut pas être en obésité, en surpoids, pour ne pas augmenter le risque d'avoir un cancer du sein. Faire de l'exercice physique, parce que ça prévient beaucoup de cancers, mais beaucoup d'autres maladies cardiovasculaires. Réduction, bien sûr, de la consommation d'alcool, de tabac. Avoir des enfants de préférence à un âge relativement jeune. Quand je dis jeune, c'est moins de 35 ans. Hein. Okay. C'est de préférence. Allaiter les enfants le plus tard possible. L'idéal, c'est 2 ans. Je sais qu'avec la vie active, c'est pas évident, mais parce que ça protège l'enfant, mais ça protège aussi la femme. Et puis éviter le traitement hormonal de la ménopause, sauf si c'est vraiment obligatoire, et avoir une surveillance stricte. Avoir un meilleur comportement alimentaire. Pour le traitement chirurgical préventif, ça peut exister dans certaines familles où on a un risque très très important d'avoir un cancer du sein, mais il faut que ça se discute avec le chirurgien, avec les médecins, parce que il y a un impact quand même psychologique pour la femme, surtout quand elle fait une ablation des seins. Il y a aussi la nourriture, docteur. Que conseillez-vous à des personnes, à les femmes généralement, ou toute personne pour prévenir? Que faut-il manger?
Alors il faut manger équilibré, des légumes, des fruits, des protéines, de la viande, mais éviter les aliments transformés, éviter les aliments sucrés, éviter les aliments trop gras, manger équilibré tout simplement. Merci docteur pour ces éclaircissements, pour ces réponses. Merci docteur Ilyas Khamouk, je rappelle que vous êtes chef de service des maladies infectieuses. Merci pour ces éclaircissements. Je rappelle aussi qu'on avait parlé du cancer du sein dans ce numéro. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de votre santé et de votre communauté.